Je vais essayer de parler de traces de vie, des traces que certains chercheurs ont interprétées comme des traces du vivant et qui sont l'objet de violentes et importantes controverses. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut en penser et surtout quels sont, à la limite, les pièges qu'il faut éviter lorsque l'on recherche d'anciennes ou très anciennes traces de vie. Donc l'idée de base, c'est que si on regarde cette échelle des temps géologiques, on s'aperçoit que les plus anciennes traces de vie, c'est autour de 3,4 milliards d'années. Un des gros problèmes, c'est de savoir quelles sont ces traces de vie à 3,4 et surtout, est-ce qu'on peut trouver des évidences de vie avant 3,4 milliards d'années? Comment croire ou ne pas croire en ces traces de vie? Un exemple qui a été l'objet de beaucoup de controverses, il y a un exemple assez célèbre, c'est l'exemple d'un chert en Australie, le chert d'Apex. Un chert, c'est des dépôts sédimentaires par précipitation de silice, donc des toutes petites particules de silice qui vont pouvoir préserver éventuellement des structures très fines, très petites. Ce chert d'Apex a un âge de 3,4 milliards d'années. Un chercheur, Bischoff, a trouvé dans ces cherts des traces, ce qu'il interprète comme étant des traces d'êtres vivants, comme des filaments qui sont pour lui des successions de cellules. Et il interprète ces structures que vous voyez là sur la diapositive à droite comme des traces évidentes d'êtres vivants. Il dit que ces traces que l'on voit sont des traces de cyanobactéries. J'ai mis à droite une photo d'une cyanobactérie. Et une de ces interprétations consiste à dire, ben voilà, ce que j'ai trouvé là, au niveau de la taille, au niveau de la forme, ce sont d'anciennes cyanobactéries. Donc là, on a une évidence de traces de vie, donc on est là à 3,4 milliards d'années. Alors le problème, c'est qu'on a eu un certain nombre de chercheurs, je vous mets ici ces différents chercheurs, qui ont dit que ces structures que l'on voit ne sont pas nécessairement des traces du vivant. Ça a pu se fabriquer de façon abiotique. Ce sont des artefacts dus au fait que ces cherts se sont formés dans des environnements hydrothermaux. D'autres ont dit, mais non, on n'a pas de carbone dans ces structures. Or, si c'était des êtres vivants, on s'attendrait à trouver du carbone et des choses comme ça. Il y a eu pas mal de chercheurs qui ont dit non, il ne peut pas s'agir de traces d'êtres vivants. Et donc, ça pose le problème qui est de savoir est-ce que la morphologie, est-ce que la forme que l'on voit est suffisante pour dire c'était du vivant. Et en particulier, je voudrais vous montrer cette diapositive. Dans la partie supérieure, on voit ces fossiles, entre guillemets, du chert d'Apex en Australie. Et en bas, c'est un travail de Ruiz et collaborateurs. En bas, on a des structures qui ont été obtenues dans des béchers, absolument sans l'intervention d'aucun être vivant. C'est de la silice et des carbonates. Et vous voyez que ces structures obtenues en laboratoire ressemblent énormément aux structures observées dans le chert d'Apex. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir ces structures, cette morphologie que l'on voit dans le chert d'Apex, absolument sans l'intervention d'êtres vivants. En conclusion, le seul fait de se baser sur la morphologie de ce que l'on observe n'est pas suffisant pour conclure à l'existence du vivant. Pour dire, les structures que je vois sont des structures liées à des êtres vivants. Ça, c'est le premier exemple que je voulais citer en montrant donc cette difficulté parce que c'est vrai que naturellement, on voit une forme qui ressemble à une forme d'être vivant, et on se dit, bon, ça doit être un ancien être vivant. C'est pas sûr à 100%. Une autre approche qui a été utilisée, c'est une approche géochimique. En se basant sur un certain nombre de formations géologiques, par exemple ici, j'ai mis des formations sédimentaires à Aquilia, ou Isua, au Groenland, et ces formations sédimentaires contiennent des cristaux d'un phosphate qui s'appelle l'apatite, et dans cette apatite, il y a de la matière organique sous forme de graphite. Donc on voit sur cette photo une petite tache noire qui correspond à du graphite, c'est-à-dire c'est du carbone pur. Un autre exemple a été étudié, c'est aussi des formations ferrifères rubanées qui viennent du Québec, à Nuvvuagittuq. On va trouver dans ces formations ferrifères rubanées des petites fissures entre les minéraux, et ces fissures contiennent elles aussi du graphite, c'est-à-dire du carbone. Et donc la question qui se pose là, c'est ce carbone, que ce soit au Groenland ou que ce soit au Québec, est-ce que ce carbone a appartenu à des êtres vivants? La question a été aussi posée pour les zircons de Jack Hills. Ces cristaux de zircon de Jack Hills contiennent de petites inclusions de graphite. Certains chercheurs se sont posé la question de savoir est-ce que ce graphite est d'origine biologique ou
au contraire, est-ce que c'est un graphite abiotique? Pour essayer de répondre à la question, les compositions de ces graphites ont été reportées dans le diagramme que l'on voit là, où on a, en fonction du temps, reporté le delta C13. Le delta C13, en fait, c'est un rapport entre deux isotopes du carbone, le 12 et le 13. Ce rapport, comme on va le voir, peut être un indicateur d'une origine biologique des matériaux, d'une origine biologique du carbone. Alors voilà ici, reporté dans ce diagramme, la composition des différents graphites que je vous ai montrés, ceux d'Issois, ceux de Nuvagittuk et ceux des zircons de Jack Hills. Si on compare ces compositions à la composition du carbone inorganique, c'est-à-dire le carbone que l'on va trouver dans les roches sédimentaires, dans les roches magmatiques, dans l'atmosphère, dans l'océan, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une gamme relativement restreinte de compositions isotopiques du carbone qui se situe dans la partie haute du diagramme, comme vous le voyez là, marquée par cette petite barre orange. La barre orange, c'est la gamme de variation de la composition isotopique du carbone dans la matière qui est une matière inorganique. Si maintenant on prend les êtres vivants aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que la gamme est beaucoup plus étendue, c'est la barre bleue que l'on voit dans le diagramme. La composition est beaucoup plus étendue et elle dépasse largement, en particulier vers les valeurs négatives, elle dépasse largement la composition isotopique du carbone de la matière inorganique. Et donc on peut définir tout un domaine qui est un domaine de composition isotopique du carbone qui est celui des êtres vivants. On est tout heureux de voir que tout le graphite que l'on a pu analyser donc à Issois, Nuvagittuk et dans les zircons de Jack Hills tombe dans ce domaine. Et donc la conclusion qui pourrait paraître logique serait de dire, ben voilà, on a une signature isotopique du carbone dans ces inclusions de graphite qui est celle des êtres vivants. Malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, on a oublié un paramètre, et ce paramètre, c'est qu'on a affaire à des roches anciennes qui ont été soumises à la tectonique des plaques, qui ont été enfoncées profondément dans la Terre, qui ont subi un métamorphisme, qui ont été réchauffées, qui ont été soumises à des hautes pressions. En réchauffant ces roches, en les soumettant à des hautes pressions, on va, ce qu'on appelle, fractionner les isotopes du carbone, et on va changer la répartition des isotopes 12 et 13 du carbone. Et si je reporte dans ce diagramme la composition des roches métamorphiques, des roches qui ont été chauffées et soumises à de hautes pressions, on voit que ces roches métamorphiques, le domaine de ces roches métamorphiques, la barre rouge, recouvre le domaine qu'on avait considéré jusqu'à présent comme exclusivement le domaine du vivant. Encore une fois, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que les compositions du graphite que l'on a observées peuvent être celles d'êtres vivants, mais elles peuvent être aussi purement abiotiques et dues simplement à l'effet du métamorphisme, du réchauffement et des hautes pressions qu'ont subi les roches. En guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que quand on s'adresse à ces traces de vie anciennes, globalement, une seule approche méthodologique n'est pas suffisante. On a vu que la morphologie, à elle seule, ne permettait pas de trancher de façon indubitable et de dire, voilà, on a affaire à des êtres vivants. D'un autre côté, la signature isotopique, à elle seule, ne suffit pas non plus, puisqu'on peut trouver des moyens de fractionner le carbone qui ne sont pas nécessairement biologiques. Et donc, les méthodologies qui sont actuellement mises en œuvre pour rechercher ces traces anciennes du vivant consistent à essayer, dans la mesure où on peut le faire, d'appliquer plusieurs méthodes de recherche à un seul et même objet. C'est-à-dire que si on a une signature isotopique du carbone qui est compatible avec le vivant, si on a des formes qui sont compatibles avec le vivant, etc., on va avoir une convergence, on n'aura pas une démonstration définitive, mais on va avoir une convergence d'arguments en faveur d'une origine biologique, et ça permettra éventuellement de lever des doutes. En conclusion, l'application en particulier à ces matériaux très anciens, d'une seule méthode, d'une seule approche scientifique, n'est pas suffisante pour déterminer de façon indubitable une origine biologique de ce que l'on observe.